Avec nous pour en parler, Fabrice Risoli, bonjour. Vous êtes enseignant en géopolitique des criminalités à Sciences Po. Vous présidez CrimHalt, une association qui aide à la sensibilisation contre le trafic de drogue, contre les mafias en France et en Europe. Une telle exfiltration d'un maire, parce qu'on suspecte une voiture piégée, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est quelque chose d'inédit en France. Oui, c'est assez nouveau. C'est signe qu'un palier, qu'une surenchère finalement a été franchie ? Alors, avec la DZ Mafia, la surenchère n'est pas récente. Je rappelle que le procureur de Marseille est sous protection policière, la directrice des Baumettes, et que la DZ Mafia tue des gens, parfois même fait des victimes innocentes. Mais là, effectivement, il y a la notion aussi de voiture piégée et d'exfiltration dans la nuit. Donc, les politiques publiques, les institutionnels réagissent à l'urgence et à cette violence débridée de la DZ Mafia. Alès, c'est une ville moyenne, puisque c'est quoi, oui. 45 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça. On est bien au-delà de Marseille, pour nos téléspectateurs, qu'on essaie de bien comprendre géographiquement. On est toujours dans le sud de la France. Oui. Mais pourquoi Marseille ? Parce que c'est là que la DZ Mafia s'était d'abord implantée. Jusqu'où précisément peut s'étendre l'organisation ? Parce qu'on est loin de l'implantation marseillaise, là. Non, on est loin de l'implantation marseillaise, mais il y a deux choses. Soit la DZ Mafia a besoin d'argent et de s'étendre, et elle va dans n'importe quelle ville où elle a un contact, où elle sait qu'il y a un plan de deal à prendre, avec sa force, sa violence, là où le réseau criminel à Alès, à Cavaillon est plus petit, c'est facile pour eux. Soit, la deuxième chose, c'est que des personnes qui sont à la tête d'un réseau criminel dans une ville appellent pour reprendre le contrôle face à un concurrent. Alors ça peut être n'importe qui, c'est ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, ou voilà. On a même, il y a un an, la DZ Mafia qui est montée à Bruxelles et qui a tiré à la Kalachnikov et qui a fait des victimes, encore une fois innocentes, ce qui a donné lieu à une réunion au sommet entre le parquet de Marseille et le parquet de Bruxelles. Donc, en fonction des demandes, la DZ Mafia se déplace. Alors, est-ce qu'on a une idée précise justement du fonctionnement de la DZ Mafia, que ce soit sur sa structure, ne serait-ce que l'organisation? Est-ce qu'il y a des chefs bien définis? Parce qu'on sait on y reviendra, mais on sait qu'il y a certains noms qui sont sous les verrous. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a une idée précise des chefs, de l'organisation, de la structure, de comment ça fonctionne? Oui, alors, c'est une organisation extrêmement jeune. On a eu du mal à avoir des informations au début, mais je crois que là, récemment, avec des condamnations pour des faits antérieurs à la création de la DZ Mafia, qui permettent de connaître les personnages qui l'ont fondée, et surtout l'enquête de l'unité nationale de la police judiciaire de la gendarmerie, qui a fait une enquête 360 degrés, qui s'appelle Octopus, la pieuvre, le stéréotype de la mafia. On en sait un peu plus parce que des heures et des heures d'écoute ont été faites, notamment sur ces chefs, puisque vous parlez de structure, qui pour la plupart sont en prison, ou certains en cavale. Donc vous avez une structure, c'est pour ça qu'un cartel, ça paraît adapté, des gens qui étaient à la tête de leur propre business dans leur cité, qui ont fait alliance, créant cette DZ Mafia, et puis une structure relativement pyramidale, même s'il y a plusieurs chefs, en dessous avec des exécutants qui ne sont pas en prison, ils sont plus libres de gérer le trafic de stupéfiants. Et alors, tout en bas, vous avez ce prolétariat de jeunes qui fait le guet, les choufs, ou les jeunes tueurs, qui là montre qu'il y a de la recrue. Et c'est peut-être la nouveauté. C'est-à-dire comment sont recrutés ces jeunes par les réseaux sociaux et comment ils peuvent descendre de province sans avoir parfois aucune idée de ce qui va leur arriver à Marseille. Parce qu'évidemment, on leur promet 200 € pour faire le guet, on leur donne 50, voire on les accuse d'une dette et ils finissent torturés dans une cave. C'est ça la réalité de la DZ Mafia. Alors quand on parle de trafic de drogue en France, on évoque souvent une mexicanisation. Alors précisément sur ce terme, est-ce qu'il vous conviendrait pour l'approprier à la DZ Mafia? Est-ce que précisément dans cette structure, dans ce fonctionnement, il y a quelque chose de mexicain avec toutes les... Je pense qu'on n'aide pas les gens, parce que je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que les cartels mexicains. Et puis dans l'exagération, vous savez, au Mexique, c'est 22 journalistes qui sont assassinés en 2 ans. On n'en est pas du tout là en France. Ce que je peux comprendre, c'est que la notion de cartel, c'est des réseaux qui s'allient et qui ont une violence débridée, avec des armes de guerre et tout, renvoie effectivement à des phénomènes de gang parfois moins dangereux, voire de cartels mexicains, mais qui sont d'une toute autre échelle. Donc de toute façon, ces termes, narco-État, narco-terrorisme et mexicanisation, moi je pense ne sied pas à la réalité. Mais ça n'enlève rien à la dangerosité. Ça n'enlève rien au fait que vous avez un accès à des armes de guerre facile, un recrutement avec des jeunes
qui n'y connaissent rien, qui font des victimes innocentes. Rappelons Soukaina Fayed, 10 ans à Nîmes. On parle de la montée de la DZ Mafia sur une autre ville. Vous parliez d'Alès, ici Nîmes. Un gamin de 10 ans qui n'a strictement rien à voir avec le trafic. Donc ça choque les gens, c'est bien que ça choque. Je ne pense pas que ça soit utile de parler de mexicanisation. Il y a aussi une diversification des activités de la DZ Mafia. Ce n'est pas que le trafic de drogue. C'est peut-être là la chose la plus grave. Alors d'abord, sur le blanchiment, rappelons encore que l'enquête de la gendarmerie, de l'UNPJ, a permis de montrer qu'ils avaient blanchi en un an 30 millions d'euros. En gros, le cartel des Z-Mafia et quelques alliés, qu'on a saisi 50 lingots d'or, enfin vous voyez, 50 kilos d'or, vous imaginez. Donc, il y a la partie pénétration dans l'économie légale, raquette des sociétés de production de musique de rap, avec, encore une fois, une victime innocente, l'impresario d'un rappeur qui a été assassiné à Montpellier il y a 2 ans. Et puis, vous disiez l'extension des activités. Il y a quelque chose de très inquiétant, c'est le fait qu'il se soit spécialisé depuis à peine un an dans le racket des commerçants de manière massive à Marseille. Parce que là, dans cette notion de racket, il y a une notion de contrôle de territoire qui ressemble beaucoup à ce que font les mafias italiennes ou d'autres mafias. Parce que vous comprenez, si j'arrive à prendre de l'argent aux commerçants, je montre qui commande. Je concurrence l'État dans une prérogative extrêmement importante, la violence, deux prérogatives, la violence et prélever l'impôt. Donc là, même si les sommes sont parfois pas très élevées, et parfois, c'est Philippe Pujol, le journaliste spécialiste à Marseille, qui dit parfois les sommes sont délirantes, pas importantes, ou complètement impossibles pour payer pour le commerçant. Mais là, il y a quelque chose de grave sur lequel il faut travailler. D'ailleurs, c'est encore cette enquête qui le montre des gendarmes. Alors, l'État, précisément, il y a eu, on l'a dit, plusieurs coups de filet. Finalement, plusieurs membres de l'organisation qui sont en prison de la DZ Mafia. Et pourtant, ça ne suffit pas à endiguer les actions. Pourquoi, finalement, elle est si difficile à arrêter? D'abord, elle rend un service. Je rappelle qu'elle vend une drogue qui est interdite en France, plusieurs drogues. Donc le cannabis, qui est très très connu. Ils en font encore, même si ça parle moins. Ils ont même essayé de voler 9 tonnes de cannabis, ce qui a fait des dissensions internes au sein de ce cartel, de cette organisation criminelle. Mais il y a la cocaïne, qui est consommée de manière bien plus importante en France depuis 10 ans. On a maintenant des enquêtes en proportion, c'est-à-dire qu'on sait qu'à proportion, les jeunes adultes consomment plus de cocaïne dans des milieux... Ce marché-là, ils doivent le fournir. Donc, les chefs sont en prison, on leur saisit des avoirs, mais les points de deal continuent de tourner. Donc, il y a un cash flow qui rentre avec cet argent et qui permet de continuer à s'entretuer, parce que je veux prendre le point de deal du concurrent, à menacer, à payer des gens. Souvenez-vous, la campagne... Là, presque terroriste, là, pour le coup, on peut presque le dire, les graffitis, les voitures brûlées des agents pénitentiaires, la conférence de presse, quelque chose d'extrêmement rare dans le crime organisé. D'habitude, il ne se montre pas de cette manière. Donc là, on a effectivement une continuité, parce que l'argent continue de rentrer, par exemple, grâce au trafic de drogue, ou voire... Vous me parliez de diversification. Sur le racket, il se peut même que, c'est ce qu'on voit dans les études parfois, qu'il y ait un problème de trésorerie. Vous manquez de grosses quantités d'argent et vous allez au racket pour récupérer de l'argent pour remonter sur des trafics de stupéfiants. Mais malgré des enquêtes efficaces ces derniers temps contre la DZ Mafia, il y a, il y a une estimation qui dit qu'il y a 200 personnes qui continuent à faire tourner le business. Je vous remercie beaucoup, Fabrice Rizzoli, enseignant géopolitique des criminalités. Et je rappelle le nom de votre association, Crime Halt, dont vous êtes le président. Merci beaucoup.